Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. L'éclairage continuera à se faire ce soir autour des virus hépatite, VIH, SIDA, Ebola. Comment expliquer que l'avancée scientifique jusqu'ici n'arrive pas à trouver un traitement définitif à ces différentes maladies? D'où proviennent ces virus? La question aujourd'hui fera grand suscitera beaucoup d'intérêt sur ce plateau avec les experts, l'équipe soignante de santé à partir de plantes médicinales. Ce soir, nous vous présentons le docteur Tazon Maurice. Tazon Maurice, bonsoir. Oui, merci, bonsoir. Chers téléspectateurs d'Afrique Média, c'est une grande première pour moi d'être ici parmi vous pour débattre de la santé des humains, surtout les virus d'hépatite virale, de SIDA et d'Ebola. Nous allons nous battre pour vous montrer pourquoi le virus existe ou pas, et que je prie tous les spectateurs d'Afrique Média qu'à la fin vous serez reçus, vous serez satisfaits du débat qui va tourner autour de ce que nous allons vous dire. Chers téléspectateurs d'Afrique Média, d'Afrique et du monde, bonsoir. Bonsoir docteur Tazon, vous êtes pathogastro. On peut peut-être comprendre pourquoi pour tous vos produits portent la mention TAS, hypatase, fibrotase. On n'en s'arrête pas. Pourquoi cette mention TAS? Oui, j'ai inspiré. Toute création doit apporter au moins les racines du chercheur qui a trouvé ce produit. J'ai 8 produits à l'international et que j'ai jugé moi-même mettre le premier mot de mon nom pour terminer le produit que je fabrique moi-même à l'industrie. Le produit alimentaire, bien sûr, pas le produit chimique. C'est pour ça que tout ça porte mon nom. Pour l'histoire, et pour la petite histoire, bien sûr. Peut-être on espérera, comme on parle des virus, que vous mettrez sur le marché Virutase. Merci, docteur Tazon. On a à vos côtés, je prends la peine, je sais qu'il est d'habitude très secret sur sa capacité d'intervention dans les conférences, sur la capacité de persuasion à partir des informations scientifiques. Mais je pense sur moi, je veux dire, d'après les recherches, vous vivez, professeur Nier-Lipote, vous vivez à 90% de la naturopathie. Vous avez fait une formation de naturopathe, ce n'est pas autoproclamé, ce n'est pas transmis par hérédité. Vous avez fait de hautes études en naturopathie, vous avez vécu au Cameroun, vous êtes à 40 ans d'expérience dans ce domaine. Je dis à 99%, vos revenus viennent de la naturopathie. Vous n'êtes pas naturopathe à temps partiel et vous avez fait les bourges de la naturopathie en Afrique centrale, précisément au Cameroun. Là, vous me permettez de vous appeler le premier naturopathe camerounais, professionnel du bonsoir. Bonsoir Erich, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers Afrique Média et qui ont fait confiance à cette émission à travers le monde. Voilà. Merci professeur Nier-Lipote, je vous l'avais dit, très bref sur la présentation, l'humilité est la marque de la grandeur. On a le médecin pathologiste, docteur Dinilo. Docteur Dinilo, merci encore d'avoir reçu vivement l'invitation, de l'avoir honoré par votre présence. Pathologiste, pathologie, pathos, qui veut signifier la maladie. Je vous sais peut-être pas, entre guillemets, une souris de laboratoire, mais plutôt un chercheur. Donc votre présence ici est de plus souhaitable et étant entendue par les milliards de téléspectateurs. Docteur Din, bonsoir. Bonsoir, c'est pour moi un réel plaisir de jouer aujourd'hui le serviteur en matière de santé. Un serviteur fidèle, le psychologue en matière de bien-être, psychologue, nature
et bien-être. On va prendre ces mots pour pouvoir définir et vous donner une identité, Dr Ndewaka. Dr Ndewaka, si on compte le nombre de vues et les critiques qui vont dans le sens de l'appréciation, le courage dans les interventions, on peut vous donner ici la première étoile. Si on était à Hollywood, ce serait une étoile gravée sur le sol. Dr Ndewaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ilish, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Merci, Dr André Waka. On s'interroge la plupart du temps sur l'origine véritable des virus du sida, VIH-Sida. D'aucuns disent que ces virus proviennent de l'Afrique. On a plusieurs versions, mais quelle est la version du chercheur, du co-découvreur du virus du VIH-Sida, prix Nobel 2008? C'est en image, en vidéo que nous allons aller à la découverte d'une vérité qui fait mal. Ce que je pense, ce qui est le plus important dans l'origine de l'épidémie, c'est que le virus qui était ancien, pour le moment existait depuis des siècles, on peut dire, en Afrique, a brusquement changé de potentiel, de virulence. Il a varié énormément. Ceci est récent. Alors donc il pouvait évoluer pas très longtemps sans beaucoup varier, être transmis d'une personne à l'autre sans vraiment créer d'épidémie. Donc ce qui est nouveau, c'est l'épidémie. C'est le fait que ce virus, depuis les années 70, en Afrique, aux États-Unis et ensuite dans le monde entier, a commencé à se transmettre à un taux très fort, puis à changer tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord, donc l'origine, elle peut effectivement être d'origine chimpanzé pour le 1, pour le 2, le sage mangabé d'Afrique de l'Ouest, mais l'épidémie n'a pas commencé à ce moment-là. Ces passages se sont faits bien des fois du fait que l'homme africain est en contact avec ces singes, parfois le chasse. Mais ce qui m'avait déjà mis la puce à l'oreille, si on peut dire, c'est le fait que les pygmées, qui sont des chasseurs de singes, ne sont pas infectés. Or, ils sont en contact avec ce virus depuis très longtemps. Et d'autre part, l'Afrique a été colonisée essentiellement par les Européens, les Anglais, les Français, les Portugais, et ceux-là n'ont pas rapporté le virus en Europe. On n'a pas eu d'épidémie de sida autant qu'on puisse le détecter par les signes cliniques rapportés dans les siècles précédents. L'épidémie, le virus, l'épidémie virale en Europe vient d'Amérique. Ce sont l'Amérique du Nord qui a apporté ces virus. Donc, c'est pas l'Afrique. Ceci veut dire que donc, le virus était peut-être présent en Afrique, mais pas à un taux tel qu'il puisse être transmis facilement. Et donc quelque chose est arrivé. Alors moi j'ai mon hypothèse qui a été controversée, mais je persiste ici, on peut dire, il y a probablement des cofacteurs, pas seulement des cofacteurs de changement d'environnement qui peuvent jouer un rôle, mais aussi des cofacteurs biologiques qui ont transformé ce virus en une entité extrêmement virulente. Alors ces cofacteurs, ce sont probablement des co-infections, des infections bactériennes, qui vont générer ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire la présence de radicaux libres, de molécules dérivées d'oxygène, qui vont induire des mutations dans l'ARN du virus. Donc, à ce moment-là, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Vous avez une sorte de champ oxydant, et donc le virus va varier à l'intérieur de la personne. Il va se transmettre plus facilement parce que le stress oxydant va aussi diminuer le système immunitaire de la personne. Donc c'est un peu, ce virus, il est un peu comme un lion africain, on dit le roi africain, qui va attaquer dans un troupeau de buffles les individus les plus faibles, ceux qu'il peut attraper. Donc le virus, en fait, profite des déficiences immunitaires, du stress oxydant, des co-infections, qui sont beaucoup plus fréquentes, par exemple, en Afrique. Quelles sont les priorités, selon vous, qu'il faut donner à la recherche contre le sida? Ben, la priorité, c'est de comprendre encore comment le virus cause la maladie, qui est encore complexe. Et je le répète, bien que d'énormes travaux, d'énormes quantités de publications ont été faites sur le virus, c'est un des virus les mieux connus, on peut dire, chez les virologues, il nous manque encore quelque chose, notamment pour la connaissance de ces formes dont je parle. Peu de personnes y croient d'ailleurs, mais moi je les vois, je les détecte, de ces formes du virus très petites qui échappent à la trithérapie, qui échappe au système immunitaire. Donc il faut caractériser ces formes, car il faut éradiquer l'infection. La solution, c'est pas de traiter à vie par la trithérapie, qui est très lourde, qui donne des effets secondaires, qui induit des résistances de virus. C'est de trouver des traitements complémentaires qui permettent d'arrêter cette trithérapie au bout de quelques mois, comme on le fait pour la tuberculose avec des antibiotiques. On traite par 4 antibiotiques les tuberculeux,
Et au bout de 6 à 9 mois, la maladie est arrêtée. Le bacille ne disparaît pas totalement, mais il se cache dans les petits nodules, il ne fait plus parler de lui. Ben, il faut obtenir la même chose pour le virus du sida. Il faut que... Docteur Dinilo, hein, je vais vous parler d'un témoignage vibrant, hein, vraiment entouré de vérité, vérité qui semble peut-être ne pas persuader de premier abord. Les pygmées, on a entendu dire toujours VIH-Sida, quelque part en Afrique, un chimpanzé ou un singe est mort et ensuite il a transmis la maladie à l'homme et tout. Aujourd'hui, Luc Montagnier, quand même, que le co-découvreur du virus VIH-Sida, dit aujourd'hui que cela vient d'Amérique du Nord et met carrément une grosse interrogation sur la valeur de la trithérapie, les antirétroviraux jusqu'ici utilisés. Quel est votre regard sur ce reportage? Bon, la plus grande chose dans l'humanité, c'est la présence de la conscience. Et c'est cette conscience-là qui fait une sorte de pression et donne à Luc Montagnier depuis quelques années de sortir de ses gonds, de se contredire par endroits, de révéler des choses que j'aimerais bien que les ministres de la Santé d'Afrique, les médecins réciteurs de cours, c'est leur spécialité, écoutent ce genre d'intervention pour donner à notre continent qui paye un lourd tribut dans cette histoire de comprendre la vérité. Il est clair, il faut bien le savoir. Il n'y a pas de crime parfait. Ils ont amené une doctrine qui est aujourd'hui entièrement démontable, si bien qu'on se demande ce qui est vrai dans l'histoire du sida. Les pygmées qui ont accès aux singes ne sont pas sidéens. On ne comprend pas comment est-ce que les Blancs qui nous ont colonisés sont partis sans ça. Mais moi, je veux révéler une grosse vérité dans cette histoire. Aussi vrai que certains chercheurs se sont concentrés dans la création des virus de laboratoire pour des cancers et vendre des chimiothérapies, c'est ainsi que dans les années 65, on a fait des expériences soi-disant contre la syphilis, des vaccins contre la syphilis. Et les premiers cas de sida, et beaucoup ne le savent pas, le cartel médiatique s'arrange à refuser qu'on connaisse que les premiers cas de sida, c'est à Manhattan, dans 10 villes aux États-Unis, 125 cas. Et Montagnier entre en scène parce que ce jour-là, un jour en France, un homosexuel en visite chez son époux ou son épouse quelque part en France est immunodéprimé. Alors Montagnier trouve un fragment viral dans son ganglion, il envoie à Gallo aux États-Unis qui est sous pression parce que les gens qui ont subi le test contre la syphilis, le vaccin soi-disant contre la syphilis, ont une immunosuppression. Alors les organisations veulent demander ce qui se passe. Gallo alors lance contre toute attente, une information disant qu'il a trouvé le responsable du virus, sans test. Je dis un fragment viral dans le ganglion d'un homosexuel qui prenait du poppers. Du poppers, c'est une drogue qui allume les homosexuels parce que l'homosexualité masculine, bien, l'homosexualité masculine est mauvaise. Il faut s'allumer parfois par des drogues pour éviter tout ce que vous pouvez savoir de dégoûtant dans cette pratique. Alors, il est un adepte du poppers. Il se drogue sérieusement, il est immunodéprimé, mais on trouve que la présence d'un ganglion dans son menton la présence d'un virus, d'un fragment viral dans un ganglion lymphatique doit donner à Gallo de se prononcer comme ayant découvert le responsable de l'immunosuppression. Et là, ça crée un sérieux problème. Parce que vous ne pouvez pas me dire que la présence des asticots dans la poubelle veut dire que ce sont les asticots qui sont responsables d'une poubelle. Donc, à la base, la fondation du VIH, de la théorie du VIH, est fausse. Et au lieu de faire une publication scientifique, Margaret, sa complice, l'équivalent d'une ministre de la Santé, balance l'information et les docteurs Duesberg sont étonnés. Ceux qui ont voulu lutter contre la version officielle, ils sont sabotés, ils perdent des subventions et c'est comme ça qu'on lance une fausse doctrine. Je vais vous dire une vérité. Les rétrovirus aujourd'hui, il a été démontré qu'on injecte ces choses dans des hémophiles pour qu'ils soient en santé. Et chaque être humain naît avec 97 000 rétrovirus dans le cordon ombilical. Pourquoi toute la planète n'est pas sidéenne ? La vérité, c'est que nous développons le sida parce que notre système immunitaire a été saqué depuis 140 ans par des vaccinations trucidaires, donnant à certaines bactéries très très utiles pour l'organisme de se retourner contre nous.
aussi vrai, je dis bien, qu'il y a des virus de laboratoire. Mais curieusement, en Afrique, si on rentre dans le microscope électronique, réellement, 80% des séropositifs ont des maladies connues, dont les tests sont faux. Et ce sont des balbutiements de conscience qui donnent à Gallo, à Montagnier, de se contredire, de changer de version. J'espère qu'il va se repentir publiquement. La France reconnaîtra avec les États-Unis la responsabilité de ce génocide. Disons qu'une faute avouée à Magé pardonnée, hein. Je parle pour Luc Montagnier. Professeur Ignac Liporte, votre point de vue, hein, votre appréciation sur ce reportage. Je pense que la maladie sida, c'est une maladie politique. C'est pourquoi on parlait des sida ONU. Il y a eu un programme de démantèlement de la population mondiale à un moment donné, au temps de Reagan. Alors, ce démantèlement consistait à créer des virus et à les mettre à travers le monde pour que ça devienne une possibilité de diminuer la population, parce que du point de vue démographique, ça dérange de gérer le monde tel que la démographie, c'est-à-dire la population du monde ne fait que galoper. Alors dans ces programmes, il y a aussi les programmes de financement du terrorisme pour faire en sorte que certains pays très peuplés, surtout l'Asie et même l'Afrique, que de temps en temps qu'ils s'abattent un problème, que ce soit un problème électoral ou quoi, ou qu'on voit qu'un monsieur quelque part dérange déjà l'Occident, on vient aller déloger, qu'on mette des désordres, comme on en a le cas en Libye. Et là, comme ça, la population de l'Afrique diminue parce qu'en réalité, il faut faire peur aux Africains à travers la maladie. Donc, les virus sont de deux manières. Il y a une manière la manière de manger, c'est-à-dire que le fait d'importer une alimentation détruit l'organisme petit à petit. Gallo a fait, Montagnier a fait une interview en Afrique du Sud. Il a reconnu que certaines maladies en Afrique sont dues à la manière de manger. Bon, mais ils ne disent pas la manière qu'ils nous ont exporté ici. Ils disent que parce que nous sommes sous-alimentés et tout. Bon, ils reconnaissent là, si nous avons une alimentation traditionnelle saine comme les pygmées, nous n'aurons pas de maladies occidentales. C'est-à-dire que nous avons des maladies, pareilles comme en Europe, par exemple, en ce qui concerne les boissons que nous consommons, détruisent nous mettent en insuffisance rénale et tout. Toutes les maladies que nous avons aujourd'hui, c'est les mêmes que les Européens ont, et c'est parce que nous vivons comme les Européens. Ce qui fait la différence entre une personne dans un quartier à Douala, au Cameroun, comme Bépanda, ces maladies ne sont pas pareilles comme une personne à Bonanjo, donc le quartier UP administratif, où les gens sont essentiellement européanisés. Ça ne fait pas les mêmes maladies. Voilà. Donc de ce côté, de cette ville-là, on peut enregistrer un grand cas de sida. Est-ce que la pauvreté aurait des avantages La pauvreté a des avantages quelque part parce que vous mangez nature, vous n'avez pas de problèmes immunitaires. C'est-à-dire votre système immunitaire fonctionne tout au moins bien. Alors que quand vous mangez mal, ça attaque du moins les substances nutritives qui sont sur la base de l'alimentation hormonale, détruisent le fonctionnement hormonal des glandes endocrines et attaquent même les glandes à canaux. Et tout le système immunitaire est perturbé à partir du tube digestif même déjà, qui produit des substances qui remontent au niveau de la colonne vertébrale pour détruire le fonctionnement de la colonne vertébrale. Et à partir de ce moment-là, vous aviez un système immunitaire fragile. Merci pour ce report, mais je redoute encore, je continue à redouter la pauvreté. Il faut dire que j'y reste et je prends des mesures juste pour savoir vivre richement et longtemps. Hein. Docteur Waka, cette découverte, hein, pourquoi est-ce que le virus qui, l'on dit, a été découvert en Afrique dans une forêt, mais les pygmées ont été indemnes? Le professeur Report vient d'apporter des éléments de compréhension. Ces pygmées ils vivaient très bien, ils se nourrissaient de manière naturelle. Voilà pourquoi peut-être ils n'ont pas assez de culture intellectuelle pour se défendre sur la tribu du monde. Hein. Voilà pourquoi est-ce que peut-être on leur attribue à leur insu la paternité dangereuse de VIH-Sida. Quel est votre regard sur ce qui a été déjà dit et en plus précisément sur Luc Montagnier, cette vérité qui revient au grand jour? Je suis fatigué de la science. La science me fait mal à la tête. Parce que le sujet d'aujourd'hui est pathétique et aussi amusant.
vous savez, chacun a le droit de se tromper. Mais la seule chose la plus importante, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on reconnaît les erreurs qu'on a commises et qu'on demande pardon, comme le fait Luc Montagnier, je pense que c'est une bonne chose. Mais seulement, le problème, c'est que nous, les Africains, ça m'inquiète un tout petit peu. On nous a appris à l'école que 2 plus 2 égale à 4. Maintenant, est-ce que 2 plus 2, si vous reposez la même question à un enfant, s'il trouve, est-ce que cela veut dire qu'il est intelligent? La société le prime d'intelligent lorsqu'il trouve la réponse. Mais en réalité, l'enfant s'est plutôt familiarisé à la leçon du maître. Est-ce qu'il est devenu intelligent? Moi, je pense que non. L'intelligence est liée au fait d'être face à une situation et de trouver la solution, même quand on ne t'a pas appris avant. Cela veut dire, nous, Africains, nous devons, à partir de certaines situations, nous poser des questions lorsque nous sommes face à des situations et raisonner en tant que des hommes. Parce que il y a un journaliste appelé Djahal Tahi qui a posé la question, qui a fait une interview avec Luc Montagnier. Luc Montagnier avoue, après 30 ans, que le sida est guérissable, qu'il suffit simplement de boire de l'eau, de consommer les antioxydants et de détruire les vers intestinaux pour enfin être immunisé. Mais, or, 30 ans avant, il avait dit que le sida était incurable. Ça a fait 28 millions à 30 millions de morts. Mais pourquoi il est encore dehors? Pourquoi on ne l'a pas mis en prison? Et en plus, il n'est pas en prison. Pourquoi la communauté scientifique continue à lui laisser se développer? Développer les idées de toi. Imaginez simplement un boutiquier qui a chargé du pain et donné aux enfants au quartier et 3 enfants tombent malades. On les amène à l'hôpital. Ils réussissent même à sortir de leur état. Ce boutiquier ira en prison. Il ira expliquer pourquoi. Quelqu'un a fait 30 millions de morts. Il revient aujourd'hui nous dire le contraire. Il est dehors. Il continue à... Mais qui couvre ce monsieur? Peut-être qu'il n'est pas un président africain. Attends, qui le couvre? Et pourquoi on le couvre? Dites-moi pourquoi on le couvre. Qui le couvre? J'aimerais que les Africains s'interrogent. Parce que l'autre jour, lorsque je suis parti regarder les réseaux sociaux après l'émission que nous avons fait l'autre jour, les Africains ont dit des choses terribles par rapport à notre émission. Mais je pose la question, qui raisonne? Qui couvre ce gars après avoir annoncé une information aussi dangereuse qui a commis des millions de morts? Et aujourd'hui, il marche tranquillement. Il est plutôt même, il continue à inventer d'autres mensonges. Et la société le laisse tranquille. On le supporte. On lui permet encore de dire des choses comme ce qu'il vient de dire là. Mais franchement, que les Africains se posent des questions. À un moment donné, si vous ne prenez pas la responsabilité de vos vies entre vos mains et que vous pensez que les autres viendront donner la solution, vous vous trompez. Car chaque chose prend racine sur soi. Nous sommes, chaque individu est le premier médecin de son corps. Parce que vous connaissez mieux votre corps que personne. Cessez de croire qu'un Dieu viendra. Il n'existe pas tout ce mensonge-là. 99% de ce qu'on vous dit en ce qui concerne le VIH est faux. C'est faux. Docteur André Ouaka, là, merci. Hein. Là, vous êtes sur la voie. Il faut, comme on dit, entre guillemets, déballer, il faut dire toutes les vérités. Eh ben, voilà, docteur Dean, les campagnes, hein, parce que c'est lancé, parce qu'ils ont une période, hein, que le professeur Niagri Paul l'a dit, hein, sous le couvert de l'ONU-SIDA, ben, il y a des campagnes de dépistage qui sont lancées à chaque coin de carrefour, à chaque coin de rue, et même jusqu'au plus petit, hein, personne n'est laissé au hasard. Mais lorsqu'on veut dépister ce soi-disant virus, la méthode, je voudrais que vous donniez en tant que médecin pathologiste, est-ce que la méthode est fiable? On prend un doigt de vos 5 doigts, voilà, mais on a pris au hasard un doigt, on a piqué, le sang a coulé. Qu'est-ce qu'on recherche? À partir de quoi est-ce qu'on dit qu'on a le VIH-Sida? Est-ce que le CD4 qui diminue est synonyme de VIH-Sida? Non, pas du tout. Dès que vous êtes stressé parlant de CD4, ils sont rapatriés dans la moelle et ne sont pas détruits. Aucune recherche n'a démontré qu'un virus soit à mesure de manger les CD4, qui ne représentent même pas le système immunitaire comme on voudrait nous le faire comprendre, parce que 80% de notre système immunitaire est concentré dans notre tube digestif.
Ça, il faut d'abord le savoir. Mais maintenant, considérant les tests, il faut que je vous dise, en l'an 2000, le microscope électronique a atteint son apogée, c'est-à-dire les choses qu'on n'imaginait jamais qu'on puisse filmer sont aujourd'hui filmables par le microscope électronique. Mais ce qui est surprenant, c'est que en matière de VIH-Sida, on utilise des bandelettes qui sont à la recherche des anticorps. En médecine, nous, on a le Vidal, mais on n'a aucun livre d'anticorps, l'organisme en fabriquant selon les présences. C'est pourquoi 80% des Africains taxés de séropositifs ont des maladies qu'on pourrait bien localiser. L'herpès, l'hépatite. Aujourd'hui, il y a très peu de tuberculeux qui ne sont pas séropositifs. Je dis ces tests sont faux et ça crée assez de difficultés. C'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'ils ne répondent pas à ceux qui sont séropositifs 20 ans et ils ne font pas la maladie sans prendre le poison de la qu'ils appellent trithérapie, dénoncé aujourd'hui par Montagnier. Mais aujourd'hui, il faut que je vous dise simplement, les firmes pharmaceutiques, la mafia mondialiste derrière le sida, paye les gouvernements. Vous voyez le comportement de Montagnier quand il arrive en Afrique. Il ne s'assoit pas avec les chercheurs, il ne s'assoit pas avec les médecins. Il est avec les premières dames pour des synergies qui vont permettre aux gens d'avoir une information qui est obligatoire. Donc le pompage d'un mensonge et que les médias vont relayer de façon à donner aux gens de croire qu'ils ont affaire à quelque chose de réel. 99% des informations sur le sida sont fausses à partir des tests. Le candidat Albican est capable de faire une réaction positive au test. Les hépatites, même la simple grossesse dans certains groupes de femmes, celles-là qui sont par exemple du groupe sanguin A résiste négative, lorsqu'elles sont séropositives, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont séropositives. Regardez le mal qu'on fait dans une société comme la nôtre. Un mari ne va pas supporter cette histoire. Il a fait un check-up avant de se marier et sa femme présente une séropositivité. Allez, elle sort du foyer. Et pendant ce temps-ci, elle va dans une église. Quelque temps après, elle sera déclarée séronégative parce que je vous révèle que cette fausse séropositivité est capable de partir 4 à 6 mois après la grossesse pour le cas des femmes enceintes qui sont séropositives. Pendant ce temps, si elle était chez un prépareur de perlipimpin, un tradit praticien ou un débrouillard sous un charlatan, il va se faire traitant du sida. Donc les gars ont présenté quelque chose de très subtil, des faux tests qui créent même des confusions. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous dis, certains ont déjà éteint leur télé, les noirs ont déjà éteint leur télé, les noirs purs, c'est là qui pensent que lorsque le blanc a dit c'est fini, c'est amen, c'est l'évangile, c'est du content, on dit alléluia et on passe. Mais en fait, je vous dis la vérité et vous savez très bien que je le dis un peu partout, je n'arrive pas à avoir un médecin ou un professeur de médecine capable de me contredire. Pas parce que je suis sage ou parce que nous sommes tellement sages dans ce tableau, mais c'est parce qu'on se tient sur la réalité. Quelle que soit l'agrégation de quelqu'un, le sang reste rouge. Quelle que soit sa grandeur en instruction, le ndolé reste amer. Donc nous tenons dans les faits et nous vous révélons que 99% des informations sur le sida sont archi fausses. Quand les séropositifs, par exemple, ont une charge virale, allez, je dis à n'importe qui de faire des recherches. Les séronégatifs ont aussi une charge virale. Mais de quoi? En fait, qu'est-ce qui est donc vrai? On nous parle des tests. Tout le monde reconnaît, il faut lire les notices des tests, ils ne sont pas spécifiques. Même le Western Blood, lisez la notice du Western Blood. On vous dit, attention, une réaction positive à ce test ne veut pas forcément dire que vous avez une acquaintance avec le virus. Mais on va où? Que cherche-t-on au niveau du doigt? Est-ce que le doigt est vraiment le site de recherche si on veut vraiment savoir s'il y a un VIH ou pas? Ils reconnaissent que même dans un malade en phase terminale, on n'a jamais trouvé un virus actif dans son corps. Mais moi, je me suis injecté le virus devant un parterre de témoins. Je me suis injecté, c'est le 28 février 2015, dans un hôtel de la place, le hôtel à Douala, devant un huissier assermenté, des journalistes, parmi lesquels quelques-uns même d'Afrique Média. Je me suis injecté le sang contaminé de quelqu'un pris comme ça dans la foule. On a testé, il était positif. Mais pourquoi je suis en santé? Heureusement, un an plus tard, le 20 février, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. Mon dernier fils est né en santé et en forme. Et le jour que je m'injecte, je suis avec ma femme. Je remarque que je ressemble à quelque chose qui a le sida. Pas encore pour le moment. Hein. Je n'aurai jamais le sida de toute façon. Si c'est par des voies normales,
Je vous laisse ça. Pas de voix, moi, bien sûr, jusqu'ici, je ne souhaite pas que vous l'ayez, hein, surtout pas, sinon on ne voudrait pas sur le plateau. Professeur Nyalipo, j'espère que vous ne ferez pas ce test. Hein. Je ne sais pas si c'est dangereux, mais à vous de voir si ce test, il s'est injecté carrément le virus de VIH-Sida. Et jusqu'ici, aujourd'hui, il s'agissait vraiment de virus. Avez-vous pris part à cette démonstration? Oui. Ça commence que si vous avez une séropositivité dans votre foyer, c'est-à-dire madame est déclarée séropositive, mais vous finissez avec elle comme vous le faites habituellement. Ça, vous n'avez pas besoin de protection. Ça doit commencer comme ça. On n'a même pas besoin d'aller loin. Nous, on a eu des cas comme ça où tu es avec ta bien-aimée. Ta bien-aimée, et puis tout le temps, vous faites comme vous faisiez avant. Parce qu'il n'y a pas de raison que la nuit qui précédait le texte, vous étiez ensemble au lit, et que maintenant, au sortir des résultats du test, on vous dit que vous ne pouvez plus continuer à être ensemble, alors que les deux tests faits sur les deux personnes, l'une avait, l'autre n'avait pas. D'abord, c'est ça. Et puis, au vu de tout ce qui se passe avec Montagnier, c'est des gens achetés. C'est-à-dire, Freud avait été acheté par l'industrie pharmaceutique pour faire la psychanalyse et tout ce qu'il avait fait, qui a donné naissance à une certaine médecine de la psychiatrie et tout, quelques années après. Et Luc Montagnier aussi a été acheté. Bon, maintenant, il prend conscience, il peut dire des choses qu'il peut dire. Parce qu'il est déjà suffisamment riche. Il est même dans la recherche de l'eau à l'ère actuelle, plus que dans les histoires du sida. Il pense qu'à partir de l'eau, les molécules de l'eau, il va y trouver quelque chose qui va pouvoir soigner les gens et tout. Bon, c'est ce qu'il fait comme recherche maintenant, de l'argent qu'on lui a donné pour le mensonge avec Gallo, hein, et à partir de là, il se tape une autre vie ailleurs. Donc, comme il n'a plus besoin de ces gens-là forcément, il peut regretter. Mais au moment où le comité scientifique, au temps de Thabo Mbeki et tout, moi j'ai été sollicité pour soutenir Thabo Mbeki dans le réseau social, le genre de réseaux sociaux qui existaient à l'époque, où on écrivait seulement à travers les mails. Thabo Mbeki était traité de tous les noms de chiens. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il avait raison de combattre politiquement l'Organisation des Nations Unies qui, au lieu de laisser le sida à l'OMS, bien que l'OMS est une histoire de financiers aussi, parce que c'est une histoire de Rockefeller, bon, mais quand même, on devrait dire, bon, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Alors, au lieu de laisser donc que ça se passe comme ça se passe avec les autres maladies, les Clinton, tout ce monde-là, tous les présidents occidentaux qui étaient à l'époque, se sont accaparés de cette histoire et on a demandé à Thabo Mbeki de se taire. Voilà. Mais, le professeur, vraiment, on découvre chaque jour avec vous, et surtout dans l'histoire. Un appel provenant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Afrique Santé. Merci tous les docteurs qui sont sur le plateau. Vraiment, je suis très content de voir le docteur qui a chemise jaune ménagée là. Ça fait très longtemps que je ne le voyais pas. Vraiment, j'étais inquiet. J'étais allé où? Mais aujourd'hui, je ne suis pas de celui qui s'était injecté du virus de sida là. Vraiment, je suis très content de le voir sur le plateau. J'aurais souhaité que ces missions-là soient passées à Afrique Média toujours pour qu'on arrête d'être effrayé et mourir gratuitement. Parce que je vous assure que vraiment quand les Africains entendent le nom de sida, c'est comme quand on entend ta note que tu as cette maladie de mensonge, tu ne peux plus jamais vivre avec ta famille, avec tes camarades, tes enfants, même ta femme et tes propres enfants. Mais je suis très content quand le docteur fait une démonstration de dit que vraiment c'est un mensonge organisé quand les docteurs africains démontrent que c'est un mensonge organisé pour chercher l'argent sur le dos des Africains, chercher l'argent sur le dos des êtres humains et obliger des êtres humains à mourir de peur. Vraiment, je suis très content de vraiment ces docteurs, des chercheurs africains là, qui nous disent la vérité que le sida n'est qu'un mensonge économique. Vraiment, docteur, merci.
Merci, vraiment, je ne te voyais pas. Je pensais que vraiment, c'était qu'ils t'ont arrêté. Mais je te vois sur le plateau et sur mon écran. Vraiment, je suis très content pour toi. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Un autre appel des États-Unis. Madame Laure qui revient. Madame Laure, bonsoir. De l'Allemagne. Ah oui, bonsoir à vous, Monsieur Loudreuf, et bonsoir aussi à tous vos panélistes. Et merci vraiment de me donner l'opportunité de m'exprimer. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je souscris complètement à ce que tous vos panélistes disent, parce que c'est de la pure réalité. Et on pourrait même aller plus loin dans la vérité, en parlant encore de cette test de dépistage. Car, et tous vos panélistes, aucun ne me démontrera le contraire, ne pourra me contredire là-dessus. Parce que vous savez que les tests que l'on utilise, non seulement ils sont totalement non spécifiques, pas du tout sensitifs, mais ils varient selon que vous vous trouvez en Allemagne, en France, aux États-Unis ou au Canada. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si vous êtes dépisté positif en Allemagne, vous prenez l'avion, vous allez au Canada, vous faites le test, vous serez négatif. Vous repartez aux États-Unis, faites le test, vous serez positif. Vous repartez de l'autre côté. Ça prouve que quoi? C'est devenu une maladie politique et les tests, selon comment est-ce qu'on vous qualifie de positif et négatif, sont politisés. Vous allez au Canada, ils ont pratiquement tout un protocole de tout ce qui est des critères qu'un patient doit remplir pour être à la fin diagnostiqué comme positif ou alors qu'il reste négatif. Parce qu'il s'agit ici d'une maladie qu'on a traitée de la honte. Alors, aucun État ne veut voir que à la fin de l'année, quand on fait des statistiques, on se rend compte qu'ici, on a un taux élevé de CDR que de l'autre côté. Alors c'est la bataille pour trouver les moyens de fausser les statistiques au maximum. C'est comme ça que l'on fait. Il ne s'agit pas simplement du résultat qu'on va trouver sur une bandelette et dire oui, il est positif ou négatif. De deux, parlons même des tests en soi-même. Que ce soit l'ELISA ou bien ce soit le test de comment vous appelez, le Northern Blot ou bien le Southern Blot, il faut découvrir l'ADN ou bien la protéine de ce virus-là. Mais bon sang, c'est des tests à l'aveugle, tout simplement. On vous dit que voilà une bande qui apparaît et parce que ça s'est déplacé jusqu'à un certain niveau, ça veut dire que c'est la bande qui indique que c'est l'ADN du virus, quoi que ce soit. Je suis désolé. Dès que vous avez une grippe, vous allez vous soumettre à ce test, vous êtes positif. Vous avez la malaria, seulement la malaria, vous allez vous soumettre à ce test, vous êtes positif. Quel que soit le moindre petit mal qui va un peu déstabiliser votre système immunitaire, vous êtes automatiquement positif et ça n'a rien à voir avec le sida. Absolument rien à voir. Voilà un monsieur que vous appelez Luc Montagnier. Excusez-moi le terme Montagnier. Ce n'est pas un... C'est la honte du monde scientifique. Ça, c'est un charlatan, tout simplement. C'est un homme d'affaires qui devient la sensation du monde parce qu'il faut quelqu'un qui n'a aucune âme scientifique pour se permettre, il y a 30 ans, une déclaration de la sorte qu'il a faite après avoir manipulé systématiquement et avec intention les résultats de son laboratoire, si c'était vraiment son laboratoire d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque, il faut que le centre des maladies cancéreuses aux États-Unis, qu'on appelle le CDC, ait à mal de pouvoir finalement trouver comment je peux appeler, un produit contre le cancer. Alors il faut inventer. La maladie part d'abord d'être dite être une maladie qui viendrait des gens qui se droguent et puis des homosexuels. Puis finalement passer par devenir une maladie venant des singes et puis ça finit par s'asseoir en Afrique et puis dire c'est les Africains qui sont les porteurs et ceux qui sont même à l'origine de cette maladie. Quelle est cette maladie sorcière qui fait tout ce tour du monde et prend toutes les formes du monde pour finalement venir atterrir en Afrique? Est-ce que même déjà l'Odyssée que cette maladie travaille dans son historique, elle n'amène même pas les Africains à réfléchir un peu? Merci de votre intervention. Hein. Vous vous appuyez de l'Allemagne, on va aux États-Unis. Monsieur Askia, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Askia. Oui, je suis en ligne ou bien? Nous vous écoutons. Ok. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux intervenants et à tous les Africains. Je vous parle d'une expérience vécue. Et cette expérience s'est passée dans le milieu des années 90 et j'étais moi-même à Yaoundé.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez du programme ONU-SIDA, le planning familial qui avait été lancé par l'OMS. L'OMS elle-même qui est une agence des Nations Unies. À l'époque, il y avait une dame, une américaine qui s'appelait Sharon, qui était la représentante de l'OMS au Cameroun. Ils ont mené une campagne ONU-SIDA et planning familial. Ça consistait à chercher des femmes qui ont 1 ou 2 enfants et de leur implanter des, comment dirais-je, des contraceptifs dans l'avant-bras et ensuite pour voir si ces femmes arrivaient à maîtriser leur procréation. En réalité, cette campagne consistait à tester un nouveau médicament qui avait été mis sur le marché par Merck, la société pharmaceutique américaine. Petit souci technique, M. Askia pourrait revenir dans la course de cette émission. Hein. Merci hein, de bien préciser et de dire de manière brève vraiment l'historique du déroulement de cette expérience. M. Askia, vous pouvez revenir à tout moment. Docteur Tarzon Maurice, très souvent, lorsqu'on peut faire le test de l'hépatite, on peut en faire un test de l'hépatite, vraisemblablement on se découvre du sida, parfois on se découvre être hépatite. Et même quand on est en hépatite, parfois on tombe dans le sida. Il y a l'amalgame entre l'hépatite et le sida. Quelqu'un qui a facilement va faire un test, on dit sidéen, hépatite, et on prescrit les ARV, antirétroviraux. Ils ont la même façon de contamination, il faut éviter le contact avec le sang, les rapports sexuels, il ne faut pas s'embrasser. Ben, pour ces hépatites-là, qui, soi-disant, on ne sait pas, ils se balancent entre le sida et le VIH, mais ils ont le point commun, ils prennent les antirétroviraux. Comment se fait ce traitement? Vous êtes hépatogastro, comment se fait ce traitement quand vous donnez, est-ce que vous donnez les ARV à ces gens-là et pour quelle efficacité? Oui, Rich, je vais vous dire d'abord une chose. Nous sommes en train de regarder la même direction. Du Cameroun au Japon, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, comme il vient d'intervenir. En ce qui concerne le virus de sida et le virus de l'hépatite, ils ont dit, eux, selon les sciences, que le virus de l'hépatite est 100 fois plus résistant que le virus de sida. Et quand les gens qui ont quitté le Cameroun ou bien ailleurs pour aller se former chez eux, on les a aussi contaminés en disant que le virus de l'hépatite virale peut traiter, le virus de sida peut traiter le virus de l'hépatite. Mais moi, curieusement, en tant qu'hépatogastro, ça m'étonnerait qu'un professeur ou bien un hépatogastro conventionné donne les antirétroviraux à un type qui a l'hépatite virale. Qu'est-ce qu'il doit s'attendre? La cirrhose de foie. Parce que eux-mêmes ont diagnostiqué, disant que l'hépatite virale est 100 fois plus résistant que le virus de l'hépatite de sida. Mais c'est curieux. Mais je m'en vais vous dire encore ceci. Que eux, ils sont en train de s'embrouiller dans un cadre économiquement capitaliste pour mieux s'enrichir sur le dos des Africains. Mais moi, je détruis le virus de l'hépatite virale. Par conséquent, le virus, pour nous, n'existe même pas. Sinon, un bon diagnostic est un bon traitement. Et un mauvais diagnostic est un mauvais traitement. L'Occident a mal imaginé qu'il peut tromper les têtes comme nous ici en Afrique. Nous allons faire bloc pour dire non, ça ne passera pas. L'hépatite se traite en moins de 4 mois ici au Cameroun. Et le virus de sida, comme c'est leur propriété, nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Parce que c'est la guerre contre nous ici au plateau. Les gens qui comprennent comprendront que nous avons les têtes en Afrique et qu'on peut avancer. Là alors, encore comme un savant italien, un physicien italien disait dans le temps,
une science sans conscience est l'une des larmes. Avocadro, nous disons ici que la science des montagnais ou montagnards n'est que ruine des larmes. Montagnard n'est pas en train de faire quelque chose pour l'humanité. Nous allons faire bloc à ça. Et y compris aussi ce qu'on appelle le virus de l'Ebola. L'Ebola, c'est une rivière. Docteur Tazon, vous permettez, Docteur Tazon, merci de votre intervention. Docteur Tazon Mourit, hépatogastro, merci de votre façon, de votre savoir-faire dans le traitement de l'hépatite. Professeur Nialiporte, je voulais avoir la corroboration de votre expérience sur le terrain. Mais lorsqu'il y a des faux positifs, des faux positifs. Donc on part dans le dépistage, on découvre, on vous dit que vous êtes sidéen, or ben, finalement vous n'êtes pas. Il y a les faux négatifs, on dit que vous n'êtes pas. Après un autre dépistage d'un autre centre, on vous dit finalement vous n'êtes pas sidéen. Donc ils se contredisent entre les cliniques. Mais je voulais savoir, professeur Nialiporte, si quelqu'un est faux positif, on dit qu'il a le sida alors qu'il ne l'a pas, et qu'on lui donne les antirétroviraux, quels sont les effets de ces antirétroviraux sur son état? Si vous n'avez pas une maladie, comme c'est des produits, disons, industriels, encore que ces produits sont des produits qui sont censés détruire l'organisme, alors ça va créer la maladie. Déjà, il y a des effets indésirables de ces produits seuls qui suffisent pour que vous soyez malade. Parce que même dans les produits qui sont tels que, je le dis souvent, tels que les produits qui concernent l'hypertension, le diabète et tout, surtout les produits d'hypertension, lorsque vous les prenez, pour les hommes, vous tombez en baisse d'érection ou bien en impuissance totale. Donc ça veut dire que même dans le cadre d'un diagnostic supposé bon, c'est-à-dire qu'on dise que tu as l'hypertension et que le produit qu'on te prescrit, c'est un produit industriellement reconnu pour soigner l'hypertension, ça vous cause un problème de ne plus être avec votre épouse. C'est dangereux, alors, à quelle forte raison qu'on vous dise que vous êtes hypertendu alors que vous ne l'êtes pas? C'est même plus grave. Et c'est la même chose pour les faux séropositifs, c'est-à-dire les gens qui ont un traitement de thérapie qui n'a rien à voir avec leur immunité en baisse. Leur immunité fonctionne normalement, le test est mal parti. D'abord qu'on ne peut pas déterminer la présence. On dit que la médecine est cartésienne, c'est-à-dire il y a une certaine rigueur. Mais moi je m'étonne que la seule science au monde qui utilise un équipement qui est faux. Et on parlait des sciences, c'est seulement en médecine. La médecine n'est pas donc une science. C'est une science sociale comme le droit, l'économie et tout. On peut dire que quelqu'un en droit est scientifiquement formé et tout. De même, le médecin est formé pour prescrire des produits. Il n'est pas formé pour la thérapie. Il ne sait rien de la thérapie. Sinon, il se responsabiliserait des fausses prescriptions ou bien des faux résultats. Mais comme il ne se responsabilise pas de ces faux résultats, il dit ce qu'on lui a dit en faculté, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, il est à la solde des industries pharmaceutiques, il ne peut pas agir quand il n'y a pas de produit, il n'a rien à conseiller aux malades. Toutefois, vous vous plaignez, une plainte est solutionnée par un médicament, non par son cerveau qui doit fonctionner pour dire, bon, mais écoute, va faire ceci, arrête de faire cela, je ne vous prescris aucun médicament. Et ceci régulièrement, non. S'il ne vous prescrit pas un médicament, c'est qu'il est pris au dépourvu, qu'il ne sait pas quel médicament prescrire. Voilà. Merci professeur Nialiporte, docteur Dean, parce que moi, on s'interroge ici, là, parce que s'il y a beaucoup de faux positifs et faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui vous donnent un sida qui n'existe pas et on vous met sur antirétroviraux dont il est dit qu'il est vraiment gratuit. Est-ce que ces antirétroviraux ne peuvent pas avoir des effets pervers sur vos organes? Le professeur Nialiporte vient de souligner la faiblesse sexuelle qui sépare bien de couple, donc ces antirétroviraux seraient plus dangereux qu'un deuxième bureau. Comment abordez-vous sur le terrain? Est-ce que vous avez des cas de personnes qui meurent juste parce qu'ils sont dits sidéens et qui prennent les antirétroviraux? Bien sûr, j'étais dans un hôpital de la place il y a quelques mois. J'ai été surpris de regarder une population jeune à la morgue. Et je me suis présenté, j'ai demandé d'accéder à leur dossier médical. Ils étaient morts de sida. Mais tu voyais quelqu'un avec 80 kilos, il est bien charnu. Tu vois une jeune fille avec une bonne corpulence.
tu remarques très bien qu'elle a été empoisonnée et tuée par les ARV. Je vais vous expliquer quelque chose. L'histoire des ARV commence par l'AZT qui est entré en interdiction. Pour lutter soi-disant contre le cancer, on injectait un poison violent pour créer une forte réaction immunitaire, dont des anticorps à l'attaque de ce poison et par ricochet détruire l'intrus viral, l'intrus d'origine allant vers le cancer. Donc l'AZT est suspendu parce que les effets sont terribles. Ça désactive les reins, ça détruit le foie irréversiblement. Maintenant, quand la trithérapie, on baisse juste la dose de cet AZT et parle des antirétroviraux, de la trithérapie, ce sont des patates, ce sont des histoires. Parce qu'il y a un courageux Camerounais quand même qui a réussi à lancer quelque chose qui n'était que du Bactrim. Je dis bien du Bactrim et... ça a été introduit juste pour expliquer combien de fois on veut juste créer une réaction immunitaire. Mais entre-temps, les reins s'arrêtent, sont exposés, et il y a tellement d'effets, sans oublier la prise mauvaise du foie. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont des mamelles, c'est seulement caché dans leurs habits. Ils ont des mamelles parce que ça fait des graisses acides qui gonflent. Il y a des gens qui sont totalement déformés par la trithérapie et beaucoup développent des diabètes parce que le foie est déjà désactivé, ne donne plus des ordres corrects au niveau du pancréas. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, et Montagnier, je suis d'accord avec lui, hein, il le dit depuis le début, ça fait environ 11 ans qu'il insiste sur les antioxydants, une bonne alimentation, mais pas les ARV, malgré les injonctions des ministères de la Santé, des ministères de Santé d'Afrique. Je dis, les ARV, on n'a pas besoin de prendre. Je lutte contre ça, moi je démontre que ce n'est pas bon. Seulement, il ne faut pas arrêter brusquement. C'est là où on a encore été piégé, à cause des effets de manque. Il faut trouver toujours un spécialiste pour arrêter les ARV, mais on va les trouver où? Les ARV sont l'équivalent d'une drogue. Ça crée une sorte de dépendance à la longue parce que nous avons une mémoire moléculaire. Donc la dépendance vient de ce que l'organisme a enregistré déjà la présence de ce poison et l'accepte. Donc la rupture peut être brutale, comme le sévrage d'un enfant. Quand on arrête brusquement le lait maternel à un enfant, il développe des maladies. Donc il ne faut pas arrêter les ARV sans un spécialiste qui va vous aider dans le sens de la nutrition, de la bonne alimentation. C'est donc ça. Donc, on n'a pas besoin des ARV. C'est curieux de le dire quand un gouvernement, un ministère de la Santé qui insiste là-dessus. C'est une histoire d'argent en Afrique. On sait ce qui se passe. C'est gratuit quand même. Hein. Il n'y a pas de gratuité dans les ARV. Allez demander aux firmes pharmaceutiques combien elles reçoivent des gouvernements pour quand on appelle sponsoriser un produit. C'est que c'est payé à la base pour que c'est payé en amont pour être gratuit en aval. Il n'y a pas de gratuité dans la. C'est que les firmes pharmaceutiques qui produisent les ARV gagnent. Mais allez aux États-Unis, vous voyez l'usine de fabrication de Glaxo où ils font la trithérapie et consorts. Je dis c'est des milliards qui sont brassés tous les temps. Il n'y a pas de gratuité. C'est le tape à l'œil pour qui ne réfléchit pas. Il n'y a pas de gratuité. Le gouvernement, les gouvernements d'Afrique payent très cher pour que cette gratuité soit sur la table. Ce poison soit soi-disant gratuit. Il faut payer la mort, pas avec l'argent. Quand la mort se paye gratuitement, c'est une autre monnaie, mais une monnaie subtile, ces ARV. Nous prenons une intervention de M. Mensa du Togo. Bonsoir. Bonsoir, cher Ulrich et les panélistes. Vraiment, je vous suis ce soir et je suis très très content de vous, comme d'habitude. Vous êtes les vrais hommes. Je voulais vous dire, à nous les Africains, surtout d'être vigilants parce qu'ils ont finalement vu que le sida ne fait pas l'affaire. Le sida commence à partir et ils ont créé Ebola qui est plus virulent. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Merci à vous. Tout ce que vous faites, vraiment la nature vous le rend facible. Merci et à la prochaine. Merci. Hein. Un autre appel en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Franck Média. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. On nous écoutons. Je voulais faire à propos de mon pays, Côte d'Ivoire. Allô?
Merci. Vous pouvez refaire l'appel pour pouvoir donner plus de fluidité. Docteur Jean, l'hépatite, de ce côté aussi, l'antirétroviraux, vous venez de parler, le lien dangereux, les effets que les antirétroviraux ont sur ces soi-disant siliens et même ceux qui sont déclarés par les tests d'ELISA. Mais ces antirétroviraux aussi sont utilisés pour les hépatites. Aussi sur les cas d'hépatite à qui on donne les rétroviraux. Est-ce que c'est un traitement approprié, sinon quelques conséquences? C'est une aberration. C'est une aberration de vouloir traiter l'hépatite ou les hépatites avec les antirétroviraux. C'est à se dire que les gens, quand ils ont un niveau scolaire, ils deviennent fous au lieu d'aider la société par de la sagesse ou bien des choses qui donnent de participer à l'évolution de la vie dans une société comme la nôtre. Je dis c'est une aberration. La majorité des médicaments, prenez 90% des notices des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, les effets sur le foie et sur les reins sont parfois irréversibles. On avertit même d'ailleurs de faire certains examens avant de prendre certains examens. Mais je dis c'est une folie. Toute personne qui est soumise aux antirétroviraux a un foie qui a une fonction divisée. Je vous le dis aujourd'hui, essayez de faire juste des examens de temps en temps pour voir l'état de votre foie. Maintenant, donnez la trithérapie. La trithérapie pour traiter les hépatites, je dis c'est une aberration et ça franchit même les limites de la folie. À se demander vraiment si les gens ont encore leur cerveau. Comment est-ce que des intellectuels, des médecins qui ont eu un bac, je comprends, ils sont souvent obligés d'obéir aux injonctions des bureaucrates cachés dans les ministères de la Santé, mais je dis c'est une aberration. Je n'ai pas deux choses à dire. C'est une aberration de donner la trithérapie à quelqu'un qui a l'hépatite parce que la vérité, c'est qu'il mourra. Le cancer du foie, peut-être. Le cancer du foie, c'est automatique. Une hépatite virale fragilise le foie. Il faut encore fragiliser le foie avec la trithérapie. Mais c'est une aberration. Et chaque médecin qui prescrit ce genre de médicaments doit se poser des questions, doit réveiller sa conscience. Ce n'est pas parce que les injonctions viennent des bureaux des ministères de la Santé, des bureaucrates qui n'ont presque pas fait médecine, même s'ils sont diplômés en médecine. Ce n'est pas obligatoire de tuer. Hein. Franchement, il faut refuser ce genre de choses. Trithérapie et hépatite, c'est une aberration. Ce n'est pas scientifique, ce n'est même pas occulte. C'est fou. Docteur André Ouaka, l'hépatite, il y a un lien, un rapport entre l'hépatite et antirétroviraux. Est-ce que vous pouvez faire forcément le lien lorsque vous recevez les patients? Est-ce que vous avez déploré quelques cas aggravants, ceux qui prennent antirétroviraux qui finissent par avoir une cirrhose de foie dans le cadre de l'hépatite? Oui, vous savez, lorsque nous faisons le débat scientifique, nous adressons aux gens qui n'ont pas fait la science. Alors il faut le mettre au niveau où tout le monde devrait comprendre. Parce qu'en réalité, lorsque vous analysez le corps humain, je ne sais pas quelle est la place de ces histoires là-dedans. Parce que regardez, le corps de l'homme est un assemblage des éléments chimico-organiques. Et c'est l'assemblage de ces éléments de façon harmonieuse qui confère la vie. Cela veut dire que nous sommes une composition de calcium, magnésium, phosphore, tout ce qui constitue l'univers. Lorsque vous avez faim, parce que le corps de l'homme est une machine en rotation. Au cours de la rotation, il perd les éléments. Quand vous avez faim, cela veut dire que votre corps réclame les éléments pour compenser ce qu'il a perdu. Hein? Et là, la rotation continue pour qu'il y ait la vie. Maintenant, qu'est-ce que ce produit a à y voir dans le corps de l'homme? Il n'a rien à y voir. Donc, les individus doivent comprendre que les produits pharmaceutiques que nous ingérons viennent résoudre des problèmes de conséquences. C'est-à-dire quoi? Vous avez mal à la tête. Cela suppose que vous avez un ventre peut-être bourré de déchets. Il faut se désintoxiquer. La vapeur va monter vers votre tête et vous avez mal à la tête. On vous donne un paracétamol, ça calme. Le problème, c'est quoi? S'il vous tient la main, ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que votre cerveau injecte une substance au centre émotionnel pour informer le corps que le corps est brutalisé. Si je lâche, le cerveau injecte un autre pour informer que c'est lâché. Alors, ils savent que ces substances se trouvent dans les animaux. On pince un animal, on récupère la même substance et qu'on met dans un produit, qu'on vous produit, puisque votre corps est un assemblage des organes plongés dans une bassine. Et donc, on vous donne la même substance, va informer votre cerveau que l'endroit qui vous fait mal à lâcher. Mais en réalité, vous souffrez. Donc, voilà le jeu des comprimés. Ça n'apporte aucune solution véritable dans votre corps. Donc, en réalité, tous ces produits visent à tromper notre corps et à nous détruire doucement, doucement. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le traitement. Le traitement naturel, le traitement
doit être basé sur l'alimentation. Vous parlez de l'alimentation, un traitement d'alimentation pour pouvoir évacuer ce soi-disant ce VIH-Sida, donc une pandémie établie. Après votre intervention, vous donnez ici la faveur toujours à Luc Montagnier, le même homme pour un discours peut-être autre. Je vous laisse appréciation. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated, they are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant by nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay, that's an important. It's point. Important knowledge which is completely neglected. People always think of drugs and vaccine. So this is a message which may be different from what you heard before, no? They're closing? No, yes, my message. Alors, comme Dr André Ouaka et l'ensemble de l'équipe le disaient sur ce plateau, pour traiter, voilà Luc Montagnier, le même homme, notre discours, on peut venir à bout du sida par une bonne nutrition. Il ne faut pas faire fixation sur les vaccins et les thérapies antirétroviraux, voilà, qui clôture de manière assez pertinente ce sujet sur le sida vu du Montagnier. On précise aux téléspectateurs que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder l'émission pour pouvoir prendre le temps de lire cette traduction pour ceux qui n'ont pas le don de parler plusieurs langues ou de les comprendre. Docteur Noursoul, vous êtes herboriste, vous êtes praticien. Servez-vous qu'on va passer sur le dossier. Voilà. Quels sont vos, après l'intervention de Luc Montagnier, ce que vous pouvez dire pour pouvoir corroborer, sinon peut-être infirmer? Oui, non, Luc de Montagnier, nous savons tous qu'il y a le docteur Heinrich qui avait demandé qu'on le passe à la chaise électrique avec son ami Gallo.
Donc, c'est des personnes qui ont causé beaucoup de dangers. Et comme l'Afrique est réceptive, la technique évangélique, celle dont nous ont apporté des églises ici, c'est comme ça qu'on a reçu cette histoire de sida de manière évangélique. Et je dis, riche aujourd'hui, j'étais de passage quelque part l'autre jour au Cameroun, j'ai trouvé des personnes qui étaient en train de faire les soi-disant tests de sida. Et quand vous faites le test, ceux qui étaient à la station, on leur donnait 1 litre de carburant. Pour faire quoi? Pour tuer le virus? Voilà la question qu'on se posait. Et en continuant quelque part, j'ai même trouvé au bord d'eau, quelque part, toujours dans Douala, j'ai trouvé que quand on vous fait le test de sida, on vous donne 2 morceaux de savon. Peut-être c'était aussi pour aller se laver, je ne sais pas. C'est toujours la même question qu'on se pose. Le lavage antiviral, peut-être. Peut-être. Alors, on se pose donc la question, Erich, pour une maladie qui existe en réalité, cette maladie qui existe, pourquoi on a besoin de vous donner un cadeau quand vous allez faire le test de vous-même? Le carburant et 2 morceaux de savon. Oui, si vous êtes à la station, vous avez le carburant. Si ça vous trouve quelque part au quartier, on vous fait cadeau de 2 morceaux de savon. On vous pique l'aiguille. Quand nous savons que les aiguilles là peuvent transporter ces différents atomes qu'ils vont faire pénétrer maintenant dans votre sang, ça va envahir totalement votre sang et le lendemain, vous allez continuer ailleurs. On vous dit, non, vous avez maintenant le sida. Dans le cas où ça trouve que vous n'avez pas un système de défense d'espoir positif, ces aiguilles, d'autres vont vous dire, moi j'ai déjà fait 15 fois, pourquoi on ne trouve pas le sida? C'est en train de travailler. Parce que ce n'est pas le jour qu'on plante, qu'on sème le papayer qu'on le mange. Donc en réalité, ces gens qui sont en train d'encaisser ces différents vaccins, ces piqûres à travers les doigts et autres, dont on fait cadeau du carburant, des morceaux de savon par-ci par-là, qu'ils sachent qu'en réalité, c'est les futurs clients au sida. Et quand ils vont atteindre le sida, le Bola sera à côté d'eux. Ils vont immédiatement trouver le reste, les hépatites, ce serait beaucoup de maladies engagées. Ils n'auront pas moyen, n'est-ce pas, de se traiter parce qu'ils ne sauront en réalité de quoi ils souffrent. Parce que quand vous pleurez de la tête, arrivé à l'hôpital, on va vous dire c'est le ventre, arrivé le ventre, on va vous dire c'est les pieds. Et tout cet amalgame-là, sur le plan commercial, sera en train de s'enrichir parce que vous serez aligné devant leur pharmacie jour et nuit pour les verser ce qu'ils cherchent de vous. Merci, Dr Nouksoul. La grosse intégration, et peut-être je ferai des recherches là-dessus, à savoir le virage sur l'origine évangélique. Là, je fais une grosse intégration là-dessus de professeur Niali Paul, vu que ces dépistages ne sont pas financés par les églises évangéliques. Professeur Dr Dean, nous sommes en plein pied, comme Dr Nouksoul l'a introduit, sur Ebola. En République démocratique du Congo, le 22 avril encore, on a réussi encore 4 ou 3 morts, 4 ou 5 morts. Et aux dernières informations, on a pu maîtriser ce virus Ebola. Quel est ce virus qui part, qui revient, et qui revient? La maîtrise n'est pas parfaite de l'origine du virus. Pourquoi c'est toujours en République démocratique du Congo? Oui, c'est toujours en République démocratique du Congo, tout simplement parce que le Congo, je ne sais pas comment est-ce que Mobutu a réussi à faire ce genre de pacte avec le diable. En plein cœur du Congo, sur des centaines de kilomètres carrés, il y a des zones inaccessibles même aux Congolais, protégées par des militaires. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les tests bactériologiques les plus violents qui soient. Les tests inhumains qui dépassent même ce que les Allemands faisaient avec des humains à l'époque du nazisme. C'est actuellement au Congo. Les Congolais se battent pour de la manipulation politique, mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur du Congo même, il se passe la manipulation terrible des virus dangereux. Et puis je vous dis, Ebola est une fabrication purement humaine. Ce n'est jamais venu d'un singe. J'en ai pour preuve ce que je vous ai dit un jour ici, il y a 3 ans, en vous donnant même le numéro de code de ce brevet accordé au CDC. Le CDC, le Control Disease Center aux États-Unis, a un brevet. On ne brevette pas la nature. Personne ne peut avoir le brevet du manioc. Quand on brevette quelque chose, c'est pour avoir un droit de regard sur cette chose. Et actuellement, aux États-Unis, ils ont même le vaccin contre cette version violente. Allez sur le site internet de l'Organisation mondiale de la santé. Le 4 avril 2014, le CDC a réclamé un brevet détenant une version virulente du sida. Ça, vous pouvez vérifier, d'Ebola, du virus d'Ebola. Mais en
même temps, ils ont le vaccin déjà et le droit de regard sur le vaccin parce que tous les laboratoires qui veulent avoir une partie de ce beefsteak sont rejetés complètement. Donc, Ebola est une fabrication humaine. Et vous avez vu dans les émissions précédentes, il y a quelques années, avec ce qui s'est passé. C'est par Afrique Média que la pandémie s'est arrêtée parce que nous avions dénoncé et demandé même une délégation sur place, ce qui n'était pas d'ailleurs possible. Et c'est fini comme c'est parti, pendant que la responsable des Médecins Sans Frontières avait pour seule mission d'ameuter, de créer une psychose. Voilà, donc Ebola qui vient du Congo et repart. Je vais attirer votre attention. C'est d'abord parce qu'au Congo, il y a une base à l'intérieur du Congo où on fait des recherches bactériologiques les plus monstrueuses qui soient. Voilà. Secondo, j'attire votre attention. Ebola a quoi avec les zones diamantifères? Sierra Leone, Congo. Un jour, Bertois sera attaqué parce qu'il y a du diamant. On dira que les frontières étant peureuses, surtout que les animaux n'ont pas besoin du visa et on va se retrouver là-dedans. Il faut que les gouvernements africains écoutent au moins leurs chercheurs. C'est l'Afrique qui paye un lourd tribut. Ebola au Congo vient de ce que dans le Congo, il y a un centre de recherche de bactériologie, un centre de recherche en bactériologie où on manipule les virus, on leur donne de muter et ça crée toutes sortes de choses. Et l'Afrique est en danger avec ces bases qu'il faut démanteler. Et beaucoup de Congolais ne sont même pas au courant. J'en discute souvent avec certains qui ne sont même pas au courant, même des officiers. Pourtant, c'est là, au Congo. Au Congo, c'est inaccessible. Le Congolais n'a même pas le droit d'entrer là. On y entre par hélicoptère et c'est protégé par une armada militaire hors pair sur des centaines de kilomètres. Des virus miniers, vous me direz, tant sur ce plateau qui aime bien le luxe de diamants et de l'or. Sur ce sujet, Bachir Adam du débat panafricain est mis au tiers pour en parler. Docteur Andewaka, sur l'Ebola, la dernière recrudescence de l'Ebola en République démocratique du Congo, comment avez-vous à interpréter cette maîtrise? Peut-être pour une prochaine fois, on va dire que le virus est revenu. Bon frère, ça me fait rire parce que ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que les États-Unis ont breveté le virus d'Ebola. Voilà le code du virus, le code du brevet, qui est de CA 274 152 3 A1 en 2010. Mais breveter quelque chose suppose que soit vous l'avez fabriqué, soit vous l'avez trouvé le premier. Maintenant, supposons qu'ils ont trouvé le virus le premier et qu'ils l'ont breveté. Breveter aussi veut dire que vous avez compris le processus de l'évolution du virus et vous avez les solutions pour apporter, pour résoudre le problème. Mais malheureusement, ils continuent de tuer. Maintenant, à moins que on vous a donné le brevet par... On a abusé de vous donner le brevet que vous ne méritez pas. Parce que si vous n'arrivez pas à retrouver le mal, à résoudre le problème dont vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé le problème, cela veut dire que vous n'avez rien compris du virus. Donc, on devrait vous retirer le brevet. Deuxième chose, ce qui est étonnant, c'est que je voudrais que les Africains raisonnent un tout petit peu. Quand vous brevetez une chose, si moi aujourd'hui, je trouve la solution pour Ebola, je ne peux que me cacher au quartier pour résoudre. Parce que si je me proclame capable de résoudre, la communauté scientifique va me demander comment est-ce que tu voudrais t'en prendre et quelle est ta compréhension d'Ebola. Et ma compréhension d'Ebola, si je viens, ça serait que je suis en violation du droit d'auteur. Donc, il protège pour que si quelqu'un pense un seul instant qu'il voudrait résoudre le problème d'Ebola, qu'il comprenne qu'il y a une hégémonie qui est assise dessus. Maintenant, si c'est vous qui avez fabriqué et que vous avez demandé le brevet et que vous n'arrivez pas aujourd'hui à démanteler, cela suppose que le monstre a dépassé le maître. Ou bien que vous ne voulez pas détruire votre monstre parce qu'il vous rapporte peut-être de l'argent. Autant de questions. Maintenant, ils vous disent qu'ils volent, que le virus vole dans l'air. Mais il y a des compagnies d'avions dans tous ces pays-là,
occidentale. Mais je n'ai pas encore compris qu'ils ont décidé un matin que les avions ne voyagent plus de ce pays-là pour leur pays. Mais monsieur, si le virus voltige dans l'air, cela suppose que moi, si je quitte le Congo et que le virus est entré dans ma flore bactérienne, il sera en train de combattre toute la flore bactérienne. Il a au moins pour 24 heures pour détruire toute ma flore avant de se répliquer. En 24 heures, il serait déjà aux États-Unis, ou bien en France, ou bien n'importe où. Et là, je dois contaminer les Blancs. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on contamine les Blancs, on nous dit qu'on a maîtrisé. Ça veut dire qu'ils ont un produit qui soigne les Blancs, mais ça ne peut pas soigner les Noirs. Ou bien, il y a un produit qu'ils cachent chez eux pour soigner les Blancs, et ils ne veulent pas nous donner pour que nous nous soyons aussi avec. Mais je voudrais simplement que les Africains raisonnent. C'est une grosse politique. Mais attends, les affaires de science là, ça me casse un peu la tête maintenant. Aujourd'hui, il faut que nous entrions dans les choses pragmatiques pour que les Africains comprennent. En définitive, le virus d'Ebola ne peut pas voltiger dans l'air. Pas du tout. Tous les malades d'Ebola sont ceux qu'on a mis on a mis directement la maladie sur eux en les vaccinant. Vaccin dangereux. C'est tout. Aucun virus. Tout ce qu'on met dans les narines, c'est du pipeau, c'est du cinéma. Qu'on arrête, que les Africains, à un moment donné, va au fond, au tréfonds de leur esprit, puise la petite graine de divinité qu'on a mis en eux. Et que cela les enclenche un processus de raisonnement pour qu'en réalité, pour que nous sortons définitivement de cette bêtise-là. Merci, Dr André Ouaka. Professeur Ignan Liporte, avez-vous le même point de vue sur cette recrudescence du virus au niveau de la République démocratique du Congo? Je pense que Dr André Ouaka a fait un détail qui veut dire qu'on a inventé une maladie par des voies d'empoisonnement du sang à travers des vaccinations. Et moi, je veux même aller plus loin quand on parle des armes chimiques. C'est une expérimentation de certains produits pour attaquer certains autres pays dont je ne veux pas entrer dans une certaine polémique entre l'Occident et l'Orient, ainsi que la Russie et tout. Donc l'Afrique est un terrain d'expérimentation. Parce que l'histoire d'Ebola, c'est une histoire qui a concerné 3 pays de l'Afrique de l'Ouest à un moment donné où une nouvelle guerre froide est arrivée et qui a semblé être concernée par les États-Unis et la Russie. Mais derrière ça, il fallait arrêter rapidement leur expérimentation. C'est pourquoi, à un autre moment, il fallait reconnaître que l'arme a réussi et il fallait maintenant donner le brevet à celui qui a créé l'arme. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Nous sommes très exposés. Il y a eu un temps ici, il y avait ce qu'on appelait la rougeole des aéroports. Comment on appelait ça? Oui, la rougeole des aéroports, c'est-à-dire que ce que je vais dire par là, c'est-à-dire que la maladie, quand on fait caca là et tout, comment on l'appelle encore, beaucoup caca et tout, le choléra, voilà, justement, j'ai perdu la tête. Bon, le choléra des aéroports était comment? C'est que quand les industries pharmaceutiques constataient qu'il n'y a pas de malades, il n'y a pas de rentabilité pendant un bon bout du temps, on venait dans un aéroport dévanner les virus et tout ce qui était à l'aéroport, 80 ou 50 ou 60% de ces personnes rentraient au quartier, contaminaient des personnes au quartier. Et ça s'est passé seulement dans des villes où il y avait l'aéroport. Alors, et ils en ont fait un choléra africain, jusqu'au moment où, dans les manipulations à Londres, il y a eu aussi le choléra, et c'est là qu'ils ont arrêté ces mécanismes. Bon, c'était dans les années 69, ou entre 69 et 70, 68, voilà. Donc, nous connaissons ces histoires-là parce que, à un moment donné, moi, je suis content que toute l'équipe ici essaie de travailler dans le but de conscientiser ceux qui nous suivent et même les membres du gouvernement
qui sont concernés par les mêmes maladies que tout le monde. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes, qui avaient des hautes responsabilités en Afrique, dont on avait déclaré qu'ils étaient sidéens, par exemple. Bon, je ne les citerai pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons Ebola et tout. Alors, que leur âme repose en paix, pour Seigneur. Que leur âme repose en paix. Docteur Nouksoul, un dernier toute table, Docteur Nouksoul, le temps qui nous compte, qui nous est plus que compter en secondes, vos interventions sur Ebola. Oui, je vous ai dit, toutes les maladies de laboratoire, toutes ces maladies qui sont créées, ce sont des maladies que l'Africain lui-même a accepté de prendre des deux mains. Raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, pour essayer de conscientiser, n'est-ce pas, les Africains, pour qu'ils comprennent que nous pleurons, certes, pour toute l'humanité, parce que toute l'humanité en souffre. Il y a la plupart du temps où on vous jette Ebola ici, on vous dit que les infirmiers qui sont venus traiter Ebola ici se sont trouvés aussi malades, que celle-là rentre, bon, peut-être on appuie sur Ebola, elle meurt 1 sur 1000. Bon, on sacrifie un mort du côté des Occidentaux et on tue 1000 ici en Afrique. Mais la politique réelle est celle de vouloir réduire la population africaine. Ces gens cherchent tout simplement que nous n'atteignons pas, n'est-ce pas, le nombre important qui va gagner le monde parce qu'en réalité, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, ceux-là cherchent tous les moyens de nous pétiner. Donc Ebola, en réalité, c'est des choses que les Africains devaient enlever totalement de leur cerveau, manger comme nous sommes en train de les proposer pour permettre, n'est-ce pas, à leur corps de se défendre à même ces maladies importées qu'on peut venir essayer de verser vers eux. Et de ne pas accepter ces vaccinations que nous décrions tous les jours ici, n'est-ce pas, sur ce plateau. Laissez, ne vous faites pas vacciner Ebola, ne vous faites pas. Je crois qu'il y a même 2 ans en réalité qu'on a essayé de parler de ce dossier d'Ebola, quand il y a 400 personnes du côté de Bamenda au Cameroun qui s'étaient déjà inscrits pour être les cobayes. Donc moi je pense que l'Afrique doit se conscientiser et tenir compte de tout ce qu'ils écoutent, que c'est des réalités. Nous prenons le temps, n'est-ce pas, de faire ces recherches à leur détriment. Merci, Dr Nouksoul. Le mystère autour des virus, VIH, SIDA, Ebola, hépatite. J'espère qu'avec la compréhension, l'éclairage tout à fait spécial, je pourrais même dire l'infrarouge de l'intelligence, du savoir-faire a été mis pour le profit de votre connaissance et de votre réaction, car la réaction aussi détermine si le VIH, tous ces virus progresseront en Afrique ou pas. Après avoir écouté, il faut mettre en pratique. Merci aux milliards de téléspectateurs qui ont pris part à ce débat derrière le petit écran et ceux qui ont bien voulu partager leur opinion avec nous dans le sens de l'encouragement, dans le sens de l'approbation, la confirmation de toutes les paroles qui ont été données sur ce plateau. Merci Dr André Ouakkar, merci Dr Jean, merci au premier naturopathe camerounais, professeur Nyalipot, merci au Dr Nouksoul, merci au Dr Tazon Maurice qui est parti pour des problèmes sûrement des patients qui ont besoin de lui jusqu'à pas d'heure. C'est aussi ça, les Africains qui travaillent sans se reposer. Docteur Tazon Maurice, nous le remercions d'avoir pris part aussi à ce débat pour une continuité sur Afrique Santé, pour plus d'éclairage. On lève les boucliers pour pouvoir faire barrage à tout ce qui vient de négatif d'ailleurs, afin que la révolution verte puisse embraser l'Afrique. On peut se guérir en Afrique tout en se baissant et en cueillant. Ce que l'Occident jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à faire dans les laboratoires. D'ici là, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Au revoir. La paix,